14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Monsieur Taron, je m'excuse. Que pensez-vous dire lorsque vous verrez Monsieur Léger, car vous allez certainement le voir, le rencontrer, être confronté avec lui? Écoutez, je vous dis qu'une chose, c'est que je regrette de ne pas l'avoir pris tout seul, parce qu'il ne sera pas sorti vivant de mes mains. Bonjour, il s'appelle Lucien Léger et il a fait trembler la France entière. Au milieu des années 60, celui qu'on surnommait l'étrangleur a revendiqué l'enlèvement et le meurtre froid d'un enfant de 11 ans, le petit Luc Taron. Pendant 40 jours, l'assassin va jouer au jeu du chat et de la souris avec la police, avec la presse et avec la famille de l'enfant. L'étrangleur va écrire lui-même le scénario de ce conte noir en abreuvant les journaux de lettres glaçantes. La France va ensuite découvrir un homme qui ne correspond en rien à la description qu'elle s'était faite du tueur d'enfants. Lucien Léger, un petit homme gris et insondable dont on ne saura jamais s'il dit la vérité ou s'il est entré dans la peau d'un personnage. Condamné à la perpétuité, Lucien Léger va passer 41 ans en prison et deviendra le plus ancien prisonnier de France. Ce greffier du crime qui, après des aveux niés avoir tué Luc Taron, a-t-il commis ce meurtre sans merci? Un livre signé Philippe Jaénada, une très longue enquête, parvient à instiller le doute. Et si Lucien Léger était innocent? Le livre s'intitule « Au printemps des monstres », référence à un message de l'étrangleur « Je suis la graine qui pousse dans le printemps des monstres ». 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, Lucien Léger dans la peau de l'étrangleur. Au printemps 1964, à Paris, un enfant est porté disparu. De toute évidence, il a fugué. Il s'appelle Luc Taron et il a seulement 11 ans. Ce mardi 26 mai 1964, dans la soirée, Yves Taron et sa compagne Suzanne Brulé dînent en silence, espérant que la porte s'ouvre et que leur fils, le petit Luc, réapparaisse. Le garçon s'est volatilisé quelques heures auparavant. Il était rentré tout à fait normalement à la maison après l'école, chez lui au numéro 18 de la rue de Naples, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a pris son goûter, est monté dans sa chambre, puis a profité de l'inattention de sa mère et de l'absence ponctuelle de son père pour disparaître. Le père, Yves Taron, est représentant de commerce pour diverses marques d'appareils électriques et son domicile fait office de bureau. Au début, les parents ne se sont pas vraiment inquiétés. Luc a déjà fugué. Il serait un familier de ce genre d'escapade. Le père de famille a donc fait le tour du quartier dans l'espoir de le retrouver, sans succès. Après le dîner, le couple reprend ses recherches. La mère explique au Figaro « Je me disais que plus le temps passait, plus mon petit bonhomme devait être inquiet sur la réception qui l'attendait. On risquait de ne pas le revoir avant le lendemain matin. » Mercredi 27 mai, 10h30, l'attente n'a que trop duré. Yves Taron prévient le commissariat. Les parents craignent que leur fils ait été renversé par une voiture. Le signalement du fugueur est celui d'un petit garçon qui porte un blouson de velours marron, chaussettes rouges, chaussures marron. Après 18h, coup de fil de la police. On demande aux parents une photo de Luc. Le père se rend tout de suite au commissariat, mais il n'en ressort pas. On lui demande de monter dans une voiture direction la campagne de l'Essonne. Au matin, le corps sans vie d'un enfant a été découvert au pied d'un gros chêne dans le bois de Verrières-le-Buisson. Un médecin local, le docteur Henri Locussol, praticien expérimenté, a tout de suite vu que la mort du petit garçon n'était pas le fruit d'un accident. Le visage et le cou sont cyanosés. Il porte de multiples traces de griffures près du larynx et derrière les oreilles. Il s'agit bien du petit Luc Taron. Le père reconnaît son corps à la morgue. La presse a vite été informée de cette macabre découverte et bien décidée à faire les choux gras de cette histoire. Qui a tout d'un crime monstrueux? Qui a voulu s'en prendre à cette famille Taron qui habite un quartier bourgeois mais est très loin de rouler sur l'or? Dès le lendemain du meurtre, une lettre découverte sur le pare-brise d'une voiture dans le quartier des Champs-Élysées met le feu à l'affaire. Le scripteur anonyme se présente comme le ravisseur. Il dit avoir demandé une rançon qui lui a été refusée. Pour qu'on le prenne au sérieux, il donne des indices. Il indique ainsi que le petit Luc portait une veste de velours qu'il a conservée. Il détenait aussi une bande dessinée de Bugs Bunny, ce qui est exact.
L'enfant, écrit l'inconnu, avait du mercurochrome sur une jambe, détail confirmé par les parents. La lettre serait un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort. Dès lors, le ravisseur va abreuver policiers et journalistes de messages, égrener les indices. Le livre de Bugs Bunny, enveloppé dans du papier journal, sera retrouvé dans une rame de métro avec cette mention « Ce livre a appartenu au petit Luc Taron », signé l'étrangleur. L'étrangleur, comme on le présente et comme il le revendique, va tenir la France en haleine durant de longues semaines. Un jeu de piste qui va finalement mener à un homme discret, totalement insoupçonnable, inconnu de la justice comme de la police. Les policiers chargés des investigations, les commissaires Camard et Sanson, tout comme le juge d'instruction de Versailles, Jean-Claude Seligman, restent pour le moment sur leur faim. Ils ont très peu d'indices et se méfient de ce déferlement de courriers anonymes qui pourrait n'être qu'une diversion. Les enquêteurs s'intéressent ainsi de près aux parents. Logique, ce sont les dernières personnes à avoir vu l'enfant vivant. Yves Taron et Suzanne Brûlé sont interrogés et même placés en garde à vue le mercredi 3 juin, puis relâchés. Le 11 juin, un journaliste de France Soir reçoit à son domicile une lettre de 2 pages recto verso qui détaille avec un total cynisme la mort du petit Taron. Selon ce courrier, le meurtrier a croisé l'enfant seul le 26 mai vers 23h30 à la station de métro Étoile et lui aurait proposé d'aller au cinéma. L'enfant aurait accepté et demandé de ne pas rentrer chez lui. « Garde-moi avec toi », aurait-il dit. Son bourreau écrit « J'ai décidé de garder Luc pour toujours, le garder dans la mort pour que le prochain rapt réussisse. » L'homme embarque Luc dans sa voiture jusqu'à Verrières-le-Buisson. Il est 3h du matin, il le fait sortir pour qu'il puisse aller faire pipi avant de dormir, puis passe derrière lui. Je lui ai appliqué mes mains sur le cou et avec mes doigts, j'ai serré, raconte l'étrangleur. Au lendemain de ce 21e message, le père de la victime déclare « Je suis persuadé que celui qui signe l'étrangleur est bien l'assassin de mon fils. Tôt ou tard, je le démasquerai. Dussé-je y consacrer toute ma vie ?» Début juin 64, un peu plus d'1 mois après le meurtre, le standard de Radio Luxembourg, futur RTL, reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme qui se présente comme l'étrangleur révèle avoir volé une 2 chevaux Citroën de couleur bleue immatriculée 9430 DS75 et avoir tué un homme à l'intérieur. Le correspondant anonyme donne le nom du propriétaire de la voiture, Lucien Léger, aide-soignant à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, ainsi que son numéro de téléphone. RTL décide donc de vérifier cette information auprès de ce mystérieux monsieur Léger. Monsieur, nous venons d'avoir un coup de téléphone anonyme qui nous dit que votre voiture, une 2 chevaux... Voilà, a été volée, elle a été retrouvée hier à Viry-Châtillon. Oui, il y avait du sang dedans. Il y en avait même pas mal. Et qui était sec à peu près. Parce que, je vous dis, l'étrangleur vient de nous appeler à nous, pour nous le dire. C'est une drôle d'affaire, ça. C'est une drôle d'histoire, il a dit que il revendiquait le crime qui s'était fait dans votre voiture. Ouais, mais je voudrais bien savoir ce que... Enfin, n'importe comment, il y a eu quelque chose de sérieux, parce qu'il y a du sang dedans. La première brigade mobile établit que ce monsieur Léger a bien déclaré le vol de sa voiture 1er juillet. Le 3 juillet, le propriétaire est entendu, on le trouve étrange. Le commissaire Poisblanc le réentend le lendemain, Léger est confus, vague. Les policiers perquisitionnent son domicile, une chambre au 4e étage de l'Hôtel de France, au 102 avenue de la Tour-Maubourg. À l'intérieur, une collection de journaux sur l'affaire Taron, des exemplaires du Daily Express, des feuilles de papier identiques à celles des messages envoyés aux journaux, des adresses privées de journalistes qui travaillent sur l'affaire. Samedi 4 juillet à 20h, Lucien Léger, 27 ans, est placé en garde à vue. Dimanche 5 à 7h30 du matin, il déclare « C'est moi qui ai écrit les lettres signées l'étrangleur ». 2 heures plus tard, il avoue « Je suis l'assassin du petit Luc ». Au soir de ses aveux, vers 20h35, Lucien Léger est conduit à Versailles dans le cabinet du juge Seligman. La foule crie « À mort, à mort !» L'infirmier est inculpé de rapt d'enfants et d'homicide volontaire et écroué à la prison Saint-Pierre. Le jeudi 9 juillet 1964 à 15h45, Lucien Léger apparaît menotté à l'entrée du palais de justice de Versailles, accompagné des policiers
et de l'un de ses avocats, le célèbre Maurice Garçon, pour une longue journée d'interrogatoire. L'homme présente un gabarit plutôt fluet, cheveux bruns et sourcils très épais. Il porte le même chandail beige que le jour de son arrestation. Malgré les flashs des photographes et la bousculade, il ne bronche pas et avance d'un pas calme. Léger est confronté au père de l'enfant. Ce face-à-face ne dure que quelques minutes alors que l'audition de l'intéressé, elle, va s'éterniser. Maître Vizavona, avocat de la famille Taron, décrit un homme décontracté, calme et pas du tout ému. Une reconstitution est programmée à 23h35. Lucien Léger arrive sous bonne escorte au bois de Verrières. 2 compagnies de CRS cernent les lieux. Les journalistes et une foule de curieux réclament sa mort. Des projecteurs éclairent l'emplacement où le corps a été retrouvé. Un mannequin symbolise le petit Luc Taron. C'est trop horrible, je ne me souviens pas. Je me souviens de rien, dit-il. Un policier fait les gestes à sa place à minuit 30. Il s'enferme dans un mutisme total. Tout un collège d'experts sont chargés d'examiner Lucien Léger au cours de l'instruction. 3 psychiatres, un psychologue, un médecin légiste et 3 graphologues. Le docteur Lafont, auteur du premier rapport médico-psychologique de l'intéressé, décrit un personnage rongé par l'insatisfaction, quelqu'un qui a souffert de son milieu social pauvre, voire même misérable, entre un père très en retrait que ses voisins surnomment le niais, et une mère exubérante. L'expert analyse le crime comme une tentative de revalorisation, un besoin de publicité. Il est fait état du début d'un roman écrit par Léger et retrouvé dans sa chambre d'hôtel, un ouvrage qui porte le titre de Journal d'un assassin. En détention et dans l'attente de son procès, Lucien Léger ne va plus vouloir endosser l'habit de l'étrangleur. Il va se rétracter et dire que l'assassin est l'œuvre d'un tiers, un mystérieux Monsieur Henri. Lucien Léger, coupable ou pas coupable? Au juré bientôt de le dire. L'accusé va jouer sa tête lors d'un procès à grand spectacle et au cours duquel il va montrer le plus déroutant des visages. Ce 3 mai 1966, Lucien Léger, petit homme frêle aux épaules tombantes qui ressemble un peu à Charles Aznavour, comme l'écrit le journal L'Aurore, Léger est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine-et-Oise à Versailles. Pendant les 4 jours et demi d'audience, Léger, cravate rouge, ne peut que répéter ce qu'il n'a cessé de dire au juge d'instruction. Il n'a pas tué Luc Taron. Il a simplement écrit les 56 messages de l'étrangleur pour détourner l'attention et protéger le coupable, un ami, un certain Henri. C'est cet homme, dont il refuse de décliner l'identité, qui est derrière ce crime atroce. C'est ce fameux Henri qui lui aurait confié cette phrase en parlant de la mort de l'enfant. « Je sentais son cœur battre contre ses carotides », phrase qui fait frémir la salle d'assises. Les experts psychiatres disent n'avoir pas trouvé chez Léger de signes de démence. Le professeur Heyer affirme « Léger n'est pas un mythomane, il ne croit pas aux fables qu'il invente, mais c'est un menteur. Il est conscient de ce qu'il a fait, mais j'espère qu'on ne le condamnera pas à mort, car il y a chez lui une légère atténuation de la responsabilité en raison de son milieu social d'origine. » Une brèche s'ouvre alors devant l'avocat de l'accusé, maître Alberno, farouche opposant à la peine de mort, même si le ténor du barreau avoue son impuissance. « J'ai l'impression d'être inutile pour la première fois de ma carrière, dit-il. Je cherche l'homme, mais il se cache toujours derrière le personnage. » Lucien Léger va promettre de révéler qui est le mystérieux Henri, mais il ne le fera pas. Après 2h10 à peine de délibération, il échappe à la peine capitale. Ce sera la perpétuité. L'accusé éclate alors de rire. Lucien Léger rejoint donc la nuit carcérale pour de longues années. Personne n'imagine alors que ce petit homme passera 41 ans derrière les barreaux et établira ainsi un record inscrit dans les annales judiciaires. Pas question pourtant pour lui de se faire oublier. 2 requêtes en révision, 3 recours en grâce et 14 demandes de libération conditionnelle formulées pendant une quarantaine d'années par les avocats successifs de Lucien Léger. Autant de démarches vouées à l'échec. Personne ne veut prendre la responsabilité de libérer un homme qui a effrayé la France, dont le seul nom rime avec l'horreur. Libérable dès l'année 1979, Lucien Léger ne sort de prison que le 3 octobre 2005,
à l'âge de 68 ans. Je n'ai jamais été coupé du monde complètement. C'est pour ça que je dis toujours, je sors comme je suis entré. J'ai fait en sorte de, en permanence, me tenir au courant de tout ce qui se passait. Je savais qu'un jour, peut-être, je l'aurais cette liberté. Malgré les aînés, l'intéressé ne semble n'avoir rien perdu de sa détermination. « Je suis innocent », répète-t-il. Un ami boulanger à la retraite, Lucien Bernhardt, visiteur de prison assidu, lui offre le gîte et le couvert. Léger fait des colis pour la Croix-Rouge. L'année suivante, il décide de porter plainte contre l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce un maintien en détention injustifié, mais il est débouté. Lucien Léger fait appel de la décision le 30 avril 2008. Il se présente en personne devant la Cour européenne. Cette fois, le dossier est mis en délibéré. Léger ne connaîtra jamais le jugement de la Cour européenne. On découvre son corps sans vie le 18 juillet dans l'appartement qu'il occupait à Laon, dans l'Aisne. Une mort naturelle. Celui qui signait l'étrangleur avait 71 ans, sans enfant, ni héritier. Il laisse derrière lui 56 lettres tout aussi glaciales qu'énigmatiques, versées depuis longtemps dans le grand livre de l'histoire du crime. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.